Un énorme démon cramoisi se dresse devant Gabi. Le monstre s'apprête à l'attaquer, sa main aux jointures métalliques prête à frapper. Bien que visiblement blessé et en position de faiblesse, il trouve cela étrangement fascinant qu'une telle créature soit sur le point de le tuer sous les acclamations d'autres monstres. Mais c'est la toute première fois de son existence qu'il laisse échapper un rire aussi bruyant et profond. C'est en fait le moment précis qu'il attendait depuis si longtemps. Est-il un fou parmi les saints ou bien un saint là dans cet arène, dans un flashback, la vie de Gabi dénicher la réponse à la plus normale qui se pose inlassablement depuis toujours. Il possédait même un chat de compagnie que sa mère chérissait énormément. Cependant, un jour, sa mère a découvert avec effroi qu'il avait commis un acte absolument horrible envers leur chat. Il a alors expliqué que l'animal se comportait étrangement, alors il avait tenté de comprendre ce qui n'allait pas et, en conséquence, avait utilisé le couteau contre la pauvre créature. Gabi, lui, a toujours été profondément fasciné par la mort. Sa mère a très vite compris qu'il n'était pas du tout comme les autres enfants. Elle lui a offert un câlin si chaleureux, si réconfortant, que cela a suffi à apporter un peu de chaleur à son cœur si froid. Sa mère pensait que s'il restait constamment occupé, ses étranges tendances finiraient par disparaître, et pendant un temps, il faut bien l'admettre, ce fut effectivement le cas. Il s'est donc maintenu très occupé en pratiquant divers sports, tels que le football, les échecs et même le taekwondo. Cependant, lors d'un cours de taekwondo, ses tendances profondes ont malheureusement refait surface, et il a frappé un camarade de classe avec une violence bien plus grande qu'il n'aurait dû. Il a alors esquissé un sourire de fou, mais fort heureusement, sa mère était présente pour l'arrêter. Cependant, il n'a pas réussi à se maîtriser et a giflé sa mère pour s'être interposé. Il fut choqué par son propre geste, mais sa mère, avec une douceur infinie, l'a rassuré, lui affirmant que tout finirait par s'arranger. Mais pour Gabi, ce jour-là, il s'est senti absolument épouvantable. Ce fut, en fait, la seule et unique fois de sa vie où il a ressenti une culpabilité aussi sincère et profonde. La dure vérité. Après cet incident, il a absolument tout fait pour lui faire croire qu'il avait. Elle le regarda alors avec ses yeux si compréhensifs, ses yeux que seule une mère peut offrir. Redevenu l'assiette qu'elle tenait lui glissa tout à fait normal. Elle a tremblé de manière absolument incontrôlable. Ils ont alors appris que sa mère était atteinte d'un cancer, une maladie qui l'a rongée et l'a tuée à petit feu depuis déjà 4 longs mois. Sur son lit de mort, elle lui a avoué qu'elle avait en fait découvert l'endroit exact où il avait enterré tous les animaux. Il a paniqué, complètement déconcerté qu'elle ait su tout cela depuis le tout début. Elle lui a expliqué qu'elle avait compris qu'il ne pouvait pas lutter contre cela pendant tout ce temps et qu'il avait fait de son mieux, vraiment, pour le lui dissimuler afin qu'elle ne souffre pas. Elle lui a dit qu'elle allait partir très bientôt et qu'elle souhaitait s'en aller avec un cœur serein et apaisé. C'est pourquoi elle voulait qu'il lui fasse 2 promesses. La première, ne jamais, au grand jamais, laisser sa colère s'abattre sur un être humain. À moins, bien sûr, qu'il ne soit en danger et qu'il doive absolument se défendre, il devra s'assurer de choisir quelqu'un qui le mérite vraiment. Deuxièmement, il doit lui promettre d'être toujours gentil avec tout le monde et de se faire de nombreux amis. Il devra s'efforcer de rire et de profiter pleinement de chaque instant avec les enfants de son âge. De cette manière, il verrait à quel point il est un bon garçon. Douteux, il a demandé « Et si les autres ne voulaient pas être mes amis ?» Elle l'a alors assuré avec une grande douceur que tout irait parfaitement bien. Gabi a promis solennellement qu'il ferait toutes ces choses. Quelques jours plus tard, sa mère est décédée, le laissant alors complètement seul au monde. Il s'est souvenu que ce fut la seule fois de sa vie où il avait ressenti une douleur aussi réelle et profonde. Finalement, à l'école, Gabi a réussi à se faire un ami, un certain Diego. Le garçon le salue d'un joyeux fait de son mieux, vraiment remarque aussitôt à quel point son ami est particulièrement enjoué aujourd'hui, faite à sa mère. Bien plus que d'habitude, en fait. Son ami se vante d'avoir acheté un nouveau jeu de cartes et il est vraiment très excité à l'idée de l'utiliser pendant leur trajet en bus pour leur excursion au planétarium. Diego explique qu'il a déjà visité le planétarium à plusieurs reprises avec ses parents et que selon lui, le trajet en bus lors des sorties scolaires est toujours la partie la plus amusante. Il veut donc être parfaitement préparé pour ça, il ne remarque absolument pas qu'il est en train de gêner un autre élève. Cet élève, Kevin, lance un regard furieux à son ami puis l'attrape aussitôt par le col, le tirant le fixe d'un air sombre et menaçant, le menaçant clairement de lui asséner un coup de poing en plein visage. Effrayé par ce type, Diego s'excuse immédiatement auprès de lui. Gabi intervient alors, saisissant fermement la main de l'agresseur et exigeant qu'il lâche son ami puisque celui-ci s'est déjà excusé. Kevin tente de l'intimider lui aussi, mais il ressent une étrange gêne face à Gabi. Il a l'air d'être un gamin plutôt costaud, alors il lui demande s'il a envie de se battre. C'est à ce moment précis que sa petite amie Fiona arrive et lui dit d'arrêter de se disputer avec des gamins. Elle lui demande de l'accompagner jusqu'à son casier pour qu'il ne rate pas le bus. Il s'excuse auprès de sa petite amie pour ce petit retard, mais il jette un dernier regard aux 2 gamins. Il leur lance alors « La prochaine fois qu'on se croisera, je vous briserai les os, c'est une promesse !» Diego esquisse un sourire et le remercie d'être intervenu. Pendant ce temps, ce que son ami ignore totalement, c'est que Gabi tient en fait une arme dissimulée dans sa main, prêt à frapper Kevin si la petite amie de ce dernier n'était pas intervenue. Il demande alors en pensée à l'esprit de sa mère s'il aurait pu ou dû tuer Kevin. Le professeur dit aux élèves de monter rapidement dans le bus, car ils sont sur le point de partir pour leur sortie scolaire. Diego est super excité que les meilleures places soient encore libres et qu'il puisse en décrocher une. Il dit à Gabi qu'il devrait viser la rangée du milieu car elle se trouve juste entre les 2 sorties, un endroit parfait pour courir facilement aux toilettes ou se cacher des professeurs. Pendant ce temps, Kevin est en train d'intimider les autres élèves tout au fond du bus en revendiquant leur place.
En observant cette scène, Diego ajoute que le grand avantage d'être assis au milieu, c'est qu'ils sont bien loin des fauteurs de troubles, comme Kevin par exemple. C'est alors que Cédric, le délégué de classe, se lève et s'oppose au tyran, lui disant de laisser les élèves tranquilles, sinon il sera obligé de signaler son comportement inacceptable à la direction de l'école. Le laquais de Kevin lui aboie dessus, lui conseillant de rester en dehors de leurs affaires s'il ne veut absolument aucun problème. Le tyran réitère avec force qu'il n'a absolument aucun droit de leur donner des ordres, même s'il est en effet le délégué de classe. Pendant ce temps, Gabi observe attentivement la scène depuis son siège et trouve cela plutôt intéressant qu'ils se disputent pour une simple place. Il peut clairement voir que Kevin veut absolument montrer à tout le monde qu'il est le mâle alpha, le dominant. Une autre chose qui l'intrigue, c'est que Cédric a été témoin de ce genre de comportement tous les jours, le délégué de classe, sans jamais réellement de ses camarades venir, alors qu'il observe se manifeste soudainement maintenant. Il en vient à la conclusion qu'aucune de leurs actions ne lui semble avoir le moindre sens. C'est alors que le professeur arrive et la tension se dissipe aussitôt. Kevin s'éloigne immédiatement tandis que le professeur leur dit à tous de s'asseoir. Le bus est sur le point de démarrer quand une élève lève la main et informe le professeur que Mel, l'une de leurs camarades, n'est pas encore là. Le professeur est exaspéré car la jeune fille est encore en retard comme à son habitude. À cet instant précis, Mel arrive complètement épuisée et haletante d'avoir couru jusqu'au bus. Le professeur la réprimande sévèrement pour ses retards constants et lui dit de faire de réels efforts pour que cela ne se reproduise plus jamais. L'élève, toute désolée, monte rapidement dans le bus pour trouver sa place. Alors que le bus se met en mouvement, elle titube sur ses pieds, manque de tomber lourdement, mais Gabi vient à son secours et la rattrape juste à temps, évitant la chute. Il s'assied et lui donne la permission de l'appeler Gabi sans problème. Puisque le départ du voyage est retardé, il lui dit de trouver une place rapidement. Le bus démarre enfin et pendant tout leur trajet, les élèves bavardent joyeusement sans s'arrêter. Le professeur commence à leur donner des informations sur leur voyage au planétarium quand soudainement, ils ressentent tous une très forte secousse. Le bus s'arrête net et le professeur évoque la possibilité que ce soit un tremblement de terre qu'ils viennent de ressentir. Gabi remarque alors une forte odeur de soufre. Diego, lui aussi, le réalise soudainement et à cet instant précis, un énorme éclair frappe presque le bus, terrifiant absolument tous les élèves à bord. Diego se blottit contre Gabi qui, lui, regarde calmement son téléphone, lequel vient de tomber en panne de batterie. Tout à coup, un immense tourbillon se forme, faisant paniquer tout le monde encore davantage en baissant la tête. Diego le professeur a hurlé aux élèves de s'accrocher à lui avec fermement calme à leur siège, alors qu'ils se préparent à subir l'impact des vents d'une violence solidement à son siège. Les élèves obéissent, s'agrippent désespérément à leur siège et traversent tant bien que mal la tornade. Quelques instants plus tard, Gabi reprend conscience après avoir perdu connaissance. Il regarde autour de lui, vérifiant si la tornade est bien terminée, et s'attendant en fait à voir des corps sans vie tout autour de lui. Il observe son ami à ses côtés et voit que Diego est en larmes, lui demandant s'il a vu cet immense œil un peu plus tôt. Confus quant à ce à quoi Diego fait référence, il pense que son ami est encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Cependant, il se souvient soudainement que, juste avant de perdre connaissance, il a bel et bien vu un immense œil au centre même de la tornade, le fixant intensément. Il essaie de le calmer une fois de plus, lui disant que tout cela n'était que le fruit de son imagination. Mel fait de même avec son ami, l'assurant que le pire est désormais derrière eux. Le délégué de classe, lui, reste complètement figé sur son siège, tandis que Kevin hurle depuis l'arrière du bus, demandant à voix à l'autre si quelqu'un est blessé. Le professeur demande alors si quelqu'un possède un téléphone en état de marche afin qu'il puisse appeler à l'aide. Gabi vérifie son propre téléphone, mais il est déjà complètement à court de batterie. Il essaie de regarder à l'extérieur pour voir si la poussière s'est enfin dissipée. Alors qu'il regarde à l'extérieur, il est choqué de voir une étrange silhouette se tenir là, le fixant directement. Il se demande s'il est en train d'halluciner. La créature se met à parler, ce qui le prend encore plus au dépourvu, le laissant sidéré. Les autres plus chocs, elle déploie ses ailes et commence à s'élever dans les airs, eux aussi, mentionnant que le match s'annonce absolument palpitant cette fois-ci. Elle salue tout le monde d'un « bonjour » et leur demande poliment de bien vouloir quitter le bus. Parce qu'ils étaient complètement stupéfaits, les élèves oublient de bouger, alors le monstre leur hurle dessus à nouveau, leur ordonnant de descendre immédiatement du bus. Les élèves se précipitent pour en sortir. Kevin et sa petite amie se demandent où tout diable ils peuvent bien être, tandis que Diego demande à Gabi s'il a la moindre idée de ce qui est en train de se passer. Il n'en a absolument aucune idée non plus, mais il remarque qu'il se trouve dans un endroit complètement différent. Choqué par ce qu'elle voit, Mel leur dit de lever les yeux vers le ciel, et ils sont stupéfaits de découvrir deux lunes au-dessus d'eux. Cela ne peut signifier qu'une seule chose, ils ne sont plus du tout sur Terre. Alors que la poussière se dissipe complètement, les élèves sont absolument terrifiés en voyant des extraterrestres se rassembler dans une immense arène, les observant et les acclamant avec ferveur. L'étrange individu déclare qu'il sera leur superviseur, se présentant comme l'annonceur. Il leur dit de se préparer à une journée absolument sanglante, durant laquelle d'innombrables guerriers s'affronteront, se déchireront et s'entretueront pour leur pur amusement et pour la gloire des entités. Oubliant de présenter ensuite les offrandes que lui et le collectionneur ont méticuleusement rassemblées à travers tout l'univers et amenées ici comme sacrifice. Diego panique complètement en entendant cela, s'imaginant qu'ils vont être dévorés par ces extraterrestres.
L'annonceur explique alors que dans cette arène, ils adorent particulièrement quand leur sacrifice oppose une résistance. Soudain, différents types d'armes apparaissent devant les humains, comme par magie. L'annonceur ajoute qu'ils devront absolument survivre à une bataille contre l'une de leurs races les plus féroces. C'est alors qu'une horde de gobelins se précipite vers l'arène. Les élèves paniquent complètement à la vue de ces monstres. Kevin prend les devants et leur donne des instructions. Fermez les portes et saisissez vos armes pour combattre ces créatures d'eau. Pendant ce temps, Gabi esquisse un léger sourire et serre le poing, absolument ravi que la situation soit en train de s'intensifier. Les humains courent pour se mettre à l'abri, hurlant à l'aide. Ordonne aux élèves de se cacher à l'intérieur de se tenir prêts. Cependant, au lieu de se préparer au combat, son ami les autres humains sont également attaqués sans pitié. Certains d'entre eux, menés par Kevin, se regroupent et affrontent courageusement les monstres. Fiona poignarde courageusement un gobelin, mu par la peur. Kevin la félicite pour son excellent travail. Les gobelins continuent d'attaquer les humains sans relâche, tandis la seule chose qu'il a en sa possession est un simple tournevis. Se cache et il n'est absolument pas sûr que cela puisse l'aider à survivre. Gabi ne serait-ce qu'un instant en regardant son ami à ses côtés, pas avoir pu saisir car Diego ne sert à rien. Complètement paniqué, il observe le groupe de Kevin tout autour de lui. Survivrait probablement s'il était avec eux. Il envisage sérieusement de laisser Diego derrière lui et de survivre par ses propres moyens. C'est alors que son ami pousse un cri strident. Ses yeux se dirigent aussitôt vers l'arène, là où se trouve Mel. Il la regarde courir à toute vitesse à travers l'arène, tentant d'échapper à un gobelin armé d'un couteau. Cependant, elle glisse accidentellement dans une mare de sang et s'effondre lourdement au sol. Cela offre au gobelin une opportunité inespérée de l'attraper. Gabi observe la scène se dérouler et est absolument choquée lorsque Diego bondit et assène un coup de poing au monstre. Diego est complètement déconcerté par la force qu'il vient de manifester. Il écarte cette pensée, se disant que ce n'est que pure chance et l'adrénaline qui agit. Gabi trouve cela tout aussi étrange, car il n'a jamais, au grand jamais, vu son ami aussi fort physiquement. Puisqu'ils ne sont pas du tout attentifs, il ne voit pas les gobelins attaquer par derrière. Gabi hurle, les avertissant de sauter aussi haut qu'ils le peuvent, le plus vite possible. Les deux suivent de son avertissement et bondissent aussi haut qu'ils le peuvent. Faisant quelque chose d'absolument inattendu, les deux paniquent en plein vol. Pendant ce temps, Gabi saisit cette opportunité pour poignarder un gobelin avec son tournevis. Il lui assène ensuite un coup de pied haut et atterrit gracieusement au sol, attrapant l'arme du gobelin au vol dans sa main. Il analyse alors qu'ils sont bien plus forts et plus rapides ici que sur Terre, probablement à cause de la gravité ou de l'atmosphère ambiante. Ressentant une incroyable poussée d'excitation, il sourit maniaquement et se met à anéantir encore plus de gobelins. Il tranche les gobelins avec une efficacité redoutable, tuant l'un après l'autre sans la moindre hésitation. Diego et Mel sont tous deux sous le choc, Diego voyant agir de manière si horrible et brutale. Il s'approche Diego, le fait une arme, leur disant que s'ils veulent vraiment survivre, ils doivent impérativement faire l'épaule de son ami, et quand Gabi se cache alors derrière un énorme rocher, absolument choqué par son regard pour réussir à survivre. Il souligne que les créatures ont peur d'attaquer parce qu'ils sont nombreux et armés, et que les monstres préfèrent toujours attaquer les individus isolés. Ils observent le groupe de Kevin une fois de plus, qui en fait se débrouille plutôt bien pour repousser les ennemis. Il explique qu'à cause de leur panique, ils se sont dispersés, ce qui fut une très grosse erreur. S'ils veulent augmenter leurs chances de survie, ils doivent absolument rejoindre la bande de Kevin. Cependant, c'est aussi de loin alors la manière la plus dangereuse de procéder. Alors, il leur rappelle qu'ils doivent l'arène car éviter les combats en effet chaque fois que c'est la route la plus rapide. Il leur demande s'ils sont prêts et les deux répondent « oui » à l'unisson. Gabi ouvre la voie et il se précipite vers l'arène. Il tranche chaque gobelin qui bloque leur chemin et dit aux deux de continuer à courir sans s'arrêter. Cependant, Diego est distrait et observe les humains qui sont attaqués par les gobelins. L'un d'eux hurle à l'aide et il ne peut absolument pas s'empêcher de s'arrêter et d'intervenir. Il en attrape un et lui arrache brutalement les membres. Gabi et Mel se retournent vers leur ami et sont absolument stupéfaits de le voir dans une telle rage en pleine furie. Il attrape encore plus de gobelins et se perd complètement à les anéantir, l'un après l'autre, sans fin. Gabi est complètement stupéfait, voyant son ami perdre totalement le contrôle, et il ne savait absolument pas qu'il était capable d'une telle cruauté. Même les monstres commencent à se méfier de lui, et ils attaquent donc en groupe, tentant de le submerger par leur nombre. Les tendances psychotiques de Gabi refont alors surface, et il envisage de laisser son ami derrière lui, de l'utiliser comme une simple distraction pour pouvoir atteindre les autres. Cependant, Mel l'interpelle et lui dit d'aller absolument aider leur ami. Sur ce, la jeune fille se précipite aux côtés de Diego et lui vient en aide. Gabi trouve cela plutôt gênant, lui qui n'avait pensé qu'à lui-même tout ce temps. Cependant, il réalise que cela pourrait en fait être avantageux pour eux et leur crie de combattre autant de gobelins qu'ils le peuvent, sans relâche. Distraite, Mel est blessée par l'un des gobelins. Gabi vient aussitôt à son secours et poignarde le monstre. Il attaque encore plus de gobelins aux côtés de ses amis, se sentant méprisé et abandonné, car les autres se sauvent aussi et les laissent derrière eux. Il n'arrête pas de se répéter qu'il doit se sauver lui-même en premier, car il n'est absolument pas rationnel de vouloir sauver les autres, puisqu'ils sont seuls et lui aussi est seul. Un gobelin est sur le point de l'attaquer par derrière et il pense alors que tout est bel et bien fini.
Soudain, un souvenir de sa mère lui traverse l'esprit, suivi d'une éclaboussure de sang. Il est absolument choqué de voir Kevin massacrer le gobelin qui était sur le point de le tuer. Il prend alors les devants et attaque les monstres avec une fureur nouvelle, intacte de trouver une arme, plus de gobelins. L'annonceur rit alors maniaquement après avoir été témoin de quelque chose d'absolument inattendu. Il ajoute que cette journée est décidément pleine de surprises. Contrairement à toutes les attentes, les parasites de la Terre ont finalement remporté la victoire. Titubant de pure fatigue, Kevin demande s'ils seront renvoyés chez eux après avoir gagné cette bataille contre les gobelins. Mais à leur plus grande surprise, l'annonceur déclare qu'il y aura bel et bien un deuxième absolument gigantesque pénètre dans l'arène et l'annonceur déclare qu'il vient de la planète rouge, le broyeur cicatrisé. Ce démon est l'un des favoris incontestés de la foule et les a déjà divertis lors de ses 2 premiers matchs. Ce combat sera son 3e et dernier match obligatoire. En cas de victoire, les entités en fait 3 jeux qu'ils doivent absolument jouer pour pouvoir sortir de cet enfer. Enfin gagner. L'annonceur continue d'élaborer sur le destin de ceux qui perdront ou gagneront cette partie, mais il souligne que ce sera vraiment très décevant s'ils ne peuvent pas leur offrir un combat suffisamment divertissant. Le public hurle de pure excitation. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, les humains se préparent, le cœur battant, alors que l'énorme démon s'approche d'eux. Face à cela, Kevin commence à perdre tout son courage et sa volonté de se battre, admettant déjà sa défaite. N'ayant absolument aucun autre choix, il déclare qu'il devrait agir exactement comme avant et attaquer tous ensemble. Cependant, Gabi n'est pas du tout d'accord, soulignant que le monstre est complètement seul et qu'il est bien assez grand pour en tuer plusieurs d'un seul et unique coup. Il ajoute qu'ils sont bien plus nombreux et qu'ils sont suffisamment petits et rapides. Ils ont juste besoin d'épuiser le monstre et de l'encercler pour pouvoir le tuer. Kevin semble plutôt douter de ce plan, mais Gabi souligne qu'il doit absolument lui faire confiance cette fois-ci et le soutenir en tant que leur véritable leader. Alors que le démon est sur le point de frapper, l'un d'eux hurle qu'ils doivent prendre une décision bien plus rapidement, car ils sont sur le point de se faire tuer. Kevin crie de se disperser, mais l'un d'eux est tellement terrifié qu'il en oublie complètement comment bouger ses pieds et courir. La main du démon s'abat lourdement sur l'homme, créant un son retentissant qui résonne à travers toute l'arène. En voyant ce qui est arrivé à ce malheureux, Diego réalise qu'ils ont fait la bonne chose en se dispersant, car le monstre est en fait plus lent qu'eux. Le démon les regarde à nouveau et déclare que s'enfuir de lui est absolument inutile. Kevin hurle à ses compagnons de continuer à courir sans s'arrêter. Le démon se met à courir. Le démon les regarde à nouveau et déclare que s'enfuir de lui est absolument inutile. Kevin hurle à ses compagnons de continuer à courir sans s'arrêter et le démon se met à courir après eux, créant un tremblement perceptible sur le sol. Heureusement, ils parviennent à échapper au démon et ils réalisent alors que son mouvement est en train de ralentir. Il commence à reprendre son souffle et s'enrage de perdre patience. En le voyant ainsi frustré, il conclut que Gabi avait bien raison de vouloir l'épuiser et de s'enfuir. Furieux, le démon frappe alors violemment le sol de son poing dur et puissant. Les humains sont balayés par l'impact, les projetant violemment à l'autre bout de l'arène. Ayant été le tout premier à se remettre, Kevin vérifie si Fiona et Maddie sont toujours en état. Fiona s'est cassé la jambe, alors il se précipite à ses côtés pour tenter de la soigner. Il se demande si son amie est toujours inconsciente, tandis qu'il lui bande la jambe avec un simple tissu pour tenter d'arrêter l'hémorragie. C'est alors, à ce moment précis, que le démon apparaît, refusant catégoriquement de les laisser s'enfuir à nouveau en sécurité. Kevin tente de charger l'ennemi, déclarant qu'il préfère mourir au combat plutôt que d'être piétiné sans même avoir pu se battre. Cependant, Fiona l'arrête comme si elle acceptait leur fin inévitable, souhaitant au moins mourir ensemble. Les deux acceptent leur destin et font face à la mort en se tenant l'un à l'autre. Juste au moment où le démon s'apprête à sceller leur sort, Gabi bondit vers lui et lui assène un coup de pied si puissant qu'il l'arrête net dans son élan. À cet instant précis, il réalise qu'il a commis une terrible erreur. Le public exulte, le voyant jouer les héros dans ce sauvetage de dernière minute. Le démon reconnaît sa force et sa bravoure, déclarant qu'il est vraiment très amusant à affronter. Il lui sourit, ravi de son nouveau compagnon de jeu. Pendant ce temps, Gabi se reproche de s'être impliqué et maintenant le démon ne se concentrera plus que sur lui. Le seul point positif de la situation, c'est qu'il sait désormais qu'il peut blesser ce monstre. Il charge le démon et celui-ci riposte, frappant à nouveau l'arène de son poing gigantesque. Il réalise que son ennemi n'est qu'un géant qui a des faiblesses comme n'importe qui d'autre, et sa taille le rend plus facile à cibler et à frapper aux bons endroits. Pour gagner le combat, il continue de frapper le démon mais craint de ne pas le blesser assez profondément. Diego et Mel voient leurs amis en difficulté et décident de l'aider, tout comme Kevin qui dit à sa petite amie de rester en retrait pour l'instant et de l'attendre. Gabi et Diego attaquent tous deux le démon en même temps et Gabi atteint le démon. Il riposte à nouveau et provoque un autre tremblement de terre qui empêche les humains d'avancer. Gabi bondit et tente une autre frappe visant à crever les yeux du diable. Cependant, il déjoue son plan et esquive son attaque.
Le projetant vers l'autre partie de l'arène, il heurte le mur de béton de son dos, mais se force à se relever et à continuer de se battre. Le démon rit de sa misère et de son côté si amusant. Gabi s'évalue et constate qu'il a plusieurs fractures après l'impact, et il en conclut qu'il a vraiment tout gâché cette fois-ci. Il bouge lentement, son corps entier lui faisant mal de douleur. Il n'a aucune chance contre le démon, et pourtant il se débat toujours et essaie de survivre. Il rit de façon maniaque de la pitié de sa situation. C'est fascinant que même si son destin s'avère si brutal, il ait encore le courage de rire. Peut-être a-t-il la réponse à la question qu'il s'est posée toute sa vie. Est-il un fou parmi les saints ou un saint parmi les fous? Le démon essaie de le frapper à nouveau, mais il le rate après qu'il ait bondi en tenant son arme. Il le poignarde alors dans l'œil, le faisant hurler de douleur. Voulant terminer le combat victorieux, il saisit une lance à proximité et l'attaque par surprise par derrière. Comme un fou, il transperce la peau épaisse du démon. Après un instant, le géant vacille et perd complètement connaissance. La foule applaudit et il réalise qu'il doit continuer à être un fou. Parmi la foule se trouve une autre figure mystérieuse qui semble s'intéresser à lui. Gabi n'arrive pas à croire qu'il vient de gagner. Diego s'approche de lui en le félicitant d'être une telle force de la nature. Gabi sourit alors que l'ivresse d'avoir tué quelque chose à main nue le submerge. Cela est interrompu lorsqu'il s'évanouit et tombe au sol. Diego et Mel s'inquiètent que ses blessures puissent être graves. Un robot humanoïde médical leur demande de s'éloigner pendant qu'il examine Gabi. D'autres robots examinent également les autres pour leur apporter une aide médicale. Le robot, examinant Gabi, recommande que le garçon soit immédiatement placé dans la capsule de récupération. Les robots placent Gabi dans une boîte holographique faite de lumière, comme s'il s'agissait d'une civière, et le traînent hors de l'arène. L'annonceur leur dit de ne pas s'inquiéter car les droïdes s'occuperont des gens à l'infirmerie et disposeront des corps. Il laisse la classe se rassembler puis demande l'attention de la foule. Il dit qu'il est temps d'annoncer combien de points d'essence les braves guerriers ont accumulés, ce qui excite la foule. Un immense écran avec les visages des équipes est affiché sur un grand écran. L'annonceur est fier de dire que les humains ont battu un record en ayant 3 combattants qui ont réussi le miracle de dépasser la barre des 1000 points. Il montre à l'écran que Gabi a accumulé 3000 points, ce qui, dit-il, est quelque chose d'inouï. Kevin voit l'écran et déteste qu'il ait obtenu plus de points que lui. Mel lève la main. Elle demande pourquoi il y a 16 noms à l'écran alors qu'ils ne sont que 15 sur le ring. L'écran montre Cédric, qui n'est pas avec eux, et comment il a 0 points. L'annonceur se sent stupide d'avoir commis une erreur. Il lève la main vers le tas de cadavres. Cédric, bien vivant, se lève alors des cadavres comme s'il était porté par une force invisible. Il est tiré vers la main de l'annonceur alors que celui-ci l'étrangle. Cédric lui demande de le laisser partir. L'annonceur le jette au sol en lui disant que se cacher et s'enfuir ne sont pas des stratégies de survie viables. Il encourage plutôt l'équipe à continuer de se battre jusqu'à ce qu'elle gagne suffisamment de points pour acheter sa liberté. Kevin lui demande combien ils doivent avoir pour être libres. L'annonceur répond qu'ils ont besoin de 100 000 points, puis éclate de rire comme un maniaque. Les étudiants paniquent car ils ne voient aucun moyen d'atteindre autant de points. Seul Kevin sourit et pointe son épée vers l'annonceur en disant à ses camarades de classe qu'ils atteindront 100 000 points en un rien de temps. Il exhorte l'annonceur à faire venir le prochain monstre pour qu'il le combatte. L'annonceur se téléporte soudainement derrière lui pour lui passer le bras autour de l'épaule et il dit à Kevin qu'il aime la façon dont il grogne. Il murmure au temps du Kiwon que leur bataille pour aujourd'hui est terminée et qu'il ne devrait pas de suivre les droïdes afin qu'ils puissent les guider vers la zone de repos et répondre à toutes leurs questions. Il tape ensuite Kevin sur les fesses comme un ami familier pour le faire avancer. L'équipe suit un droïde dans le tunnel de l'arène, d'autres droïdes apparaissent pour les rencontrer et leur montrer une porte de portail. Ils disent aux étudiants que cela les mènera à la zone de repos. Pendant ce temps, Gabi est toujours éveillé dans un lit à l'infirmerie. Il ouvre soudainement les yeux et se lève d'urgence comme s'il avait fait un mauvais rêve. Un homme à la peau bleue et aux oreilles pointues d'elfe est là pour le voir. Gabi est dans un vide blanc se demandant s'il est déjà mort. Soudain, sa mère apparaît avec un sourire qui lui assure que tout va bien. Elle demande à son fils si tuer à nouveau lui fait du bien. Elle se transforme soudainement en un démon au visage de crâne et lui demande à nouveau si tuer lui a fait du bien. C'est à ce moment-là que Gabi se réveille en urgence. L'homme alien bleu voit qu'il est réveillé et l'invite à parler. Gabi exige de savoir de lui où il est et où sont ses camarades de classe. L'homme bleu lui demande de se calmer et l'assure que tout va bien. Il informe Gabi qu'il est au centre de guérison et qu'il vient de terminer sa procédure de récupération. Il se présente comme Caligan et dit avec un sourire suspect qu'il est son nouvel ami. Il propose de répondre à toutes les questions que Gabi a. Il invite Gabi à prendre une bouchée avec lui. Pendant ce temps, les autres suivent les droïdes vers un immense bâtiment d'appartements futuristes. Là, ils voient d'autres créatures extraterrestres piégées comme eux. Le droïde les amène au bloc 99 et leur dit que l'endroit leur est exclusivement réservé. Il leur explique également toutes leurs commodités.
Ils entrent dans le bâtiment où ils voient que c'est un endroit immense rempli de tout ce dont ils ont besoin comme abri. Le droïde leur donne 1 heure pour choisir leur quartier et leur demande de le retrouver à l'étage plus tard. Pendant ce temps, Gabi est dans un restaurant, émerveillé par la vue de la ville extraterrestre avancée. Caligan informe Guy que la haute tour à l'extérieur est l'endroit où ils étaient auparavant et que le portail les a déposés à son restaurant préféré. À table, Gabi reçoit une assiette de burger. Caligan lui dit qu'il l'a commandé pour eux car il sait que c'est un plat terrestre. Caligan met trop de charme pour lui, ce qui rend Gabi méfiant quant à ses intentions. Il demande ce que l'alien bleu veut de lui. Caligan sourit et pose son verre de vin. Avant toute chose, Caligan demande à Gabi quel genre de monde est la Terre. Gabi répond que c'est un genre de monde qui n'a pas encore maîtrisé le voyage spatial et n'a pas rencontré d'autres civilisations extraterrestres. Caligan lui demande ce qu'il ressent face à sa première rencontre extraterrestre. Gabi répond que ce n'était pas vraiment agréable puisqu'il a failli mourir. Sachant cela, Caligan reprend depuis le début et explique qu'il se trouve dans un royaume au-delà des mondes. Au même moment, le droïde explique aux étudiants comment le royaume est situé dans le vide, au carrefour des univers, où les réalités et le temps convergent. Le droïde continue en disant qu'ils ont eu l'honneur d'être choisis comme guerriers dans l'arène par le grand sélecteur. Il explique que le sélecteur peut traverser le temps et l'espace pour choisir les guerriers ayant le plus de potentiel pour créer les plus belles batailles. Diego réalise que le droïde parle de l'œil qu'il a vu auparavant. Ailleurs, Gabi demande à Caligan pourquoi l'entité veut qu'ils se battent. L'homme bleu répond que personne ne sait et qu'il semble qu'elle ne le fasse que pour le divertissement. Il croit personnellement qu'elle veut regarder la violence car elles sont essentielles à presque toutes les formes de vie dans le cosmos et sont la forme la plus pure de la vie elle-même. Caligan explique que tout dans ce monde tourne autour de la reine, que ce soit l'économie ou le rang social. Pendant ce temps, le droïde explique aux étudiants que chacun d'eux doit à l'entité au moins 3 batailles. Après cela, ils peuvent soit quitter l'arène et devenir esclaves, soit continuer à se battre jusqu'à ce qu'ils gagnent suffisamment de points pour acheter leur liberté. Kevin lui dit que c'est un choix injuste, mais le droïde continue son explication en disant qu'ils peuvent dépenser leurs points pour d'autres choses en dehors de leur liberté. Il explique que les points sont la monnaie principale dans l'arène et qu'ils peuvent tout acheter avec. Pendant ce temps, Gabi est choqué car Caligan vient de lui expliquer qu'il peut aussi acheter la capacité d'être ressuscité avec des points. Caligan lui demande de baisser la voix car il est un habitué du restaurant. Caligan continue en disant qu'il peut acheter une vie supplémentaire avec 100 000 points, mais il veut expliquer cela plus tard. Il se concentre à nouveau sur Gabi, lui disant que les combattants qui ont réussi dans l'arène sont ceux qui ont quelqu'un pour les soutenir, qui leur fournit de la nourriture, des soins médicaux, de l'équipement et les meilleurs entraîneurs. Caligan lui dit qu'il veut être son sponsor. Gabi demande ce que les sponsors retirent de l'accord. Il dit qu'il organise les combats, couvre tout ce dont le combattant a besoin et obtiendra de grosses parts des paris des spectateurs, encore plus si son combattant gagne. Caligan dit qu'il a vu Gabi dans l'arène et qu'il n'avait pas peur. Contrairement à ses camarades de classe, il partage qu'il sait qu'il a aimé tuer son adversaire. Caligan s'enthousiasme en partageant sa conviction que Gabi est une gemme rare avec un potentiel énorme. Il demande à être le sponsor de Gabi et promet de faire de lui une star dans l'arène et de lui donner richesse et pouvoir. Gabi est surpris de son offre. Le droïde propose de montrer aux étudiants comment utiliser un appareil appelé lunette et demande à un volontaire de s'avancer. Maddy lève la main et s'avance. Le droïde fait apparaître du sol un appareil de forme ovale qui ressemble à une lentille d'appareil photo. Il l'appelle un terminal et demande à Maddy d'y mettre sa main. Il le fait et le droïde lui dit que c'est ainsi qu'il accède à ses données de profil. Un écran holographique apparaît montrant le profil de Maddy. Le droïde explique qu'il peut accéder à ses statistiques via l'écran et lui donne 100 points pour essayer. L'écran montre qu'il a été crédité de 100 points. Le droïde demande à Marie de dire « magasin », ce qu'il fait. Ce faisant, il entre dans la boutique en ligne, il dit « nourriture » et l'écran lui présente un menu rempli de nourriture. Il appuie sur le pilon car le droïde lui demande de choisir quelque chose valant 100 points. Soudain, le pilon apparaît devant lui. Marty le goûte et est content que ce soit bon. Le droïde lui dit que c'est fait de porc, alors Matty le crache. Cela le met en colère d'avoir mangé du porc alors qu'il n'est autorisé qu'à d'autres viandes comme le poulet ou le poisson. Le droïde invite les étudiants à accéder à leurs terminaux et à s'y habituer. Diego appelle son terminal et il apparaît. Plus tard, les étudiants se rendent dans la salle remplie de tables dans leur bâtiment. Maddy explique à Kevin que la plupart des étudiants sont déjà dans leur chambre parce qu'ils ont été traumatisés par leur journée. Kevin les juge comme des faibles et pense qu'il les empêche de sortir de leur situation. Pour l'instant, Kevin ne se soucie pas des points et est plus préoccupé par le fait qu'ils semblent être libres d'aller où ils veulent, sans sécurité ni menottes. Avec excitation, il dit à Fiona et Marty qu'ils vont profiter de l'occasion pour s'échapper. Il refuse de n'être plus un divertissement pour les aliens.
Soudain, il entend une voix lui disant d'oublier ça. Il est révélé que Gabi est de retour et qu'il a Caligan avec lui. Diego et Mel sont excités de le voir. Caligan dit à Gabi qu'il le laissera avec ses amis et qu'il s'attend à ce qu'il les informe de la situation. En partant, Caligan rit à l'idée d'avoir fait un marché avec un enfant. Gabi demande à tout le monde de se rassembler. Il dit à tout le monde que Caligan est son sponsor et l'a recruté. Il leur dit aussi que Caligan lui a fait une offre et qu'il a pris l'initiative de faire une contre-offre. Kevin l'accuse de faire un marché avec un ennemi. Gabi l'assure qu'il n'a pas objecté quand il a pris l'initiative de lui sauver la vie, embarrassant Kevin. Gabi explique que s'ils survivent aux 2 prochaines batailles, Caligan a l'intention de les sponsoriser tous aussi. Ce qui signifie que ceux qui survivront au prochain combat ne seront pas séparés du reste du groupe. Il essaie de donner de l'espoir à tout le monde qu'ils resteront ensemble quoi qu'il arrive. Il explique également que ceux qui veulent arrêter de se battre deviendront les esclaves de Caligan, mais qu'il lui a donné sa parole qu'il serait bien traité. Diego demande ce que Caligan obtiendra en retour. Gabi dit que la condition était qu'il doit se battre exclusivement pour lui-même et qu'il doit se battre pour Caligan, même quand tous les autres auront déjà arrêté. Diego et Mel trouvent cela injuste, tandis que Kevin est juste insulté que cela implique que Caligan les considère comme faibles. Kevin exhorte tout le monde à ne pas suivre le plan de Gabi car il est préférable pour eux de s'échapper à la place. Gabi l'assure que s'échapper est impossible. Kevin le saisit par le col et exige de savoir pourquoi. Gabi répond qu'il y a une raison pour laquelle ils sont libres de se promener sans contrainte. Gabi invoque son terminal. Il demande à Kevin quel est son plan s'ils essaient de s'échapper. Kevin répond qu'ils voleront un vaisseau spatial ou utiliseront l'un de leurs portails. Gabi demande à son terminal comment quitter la planète. La voix de l'ordinateur du terminal répond que la seule façon d'entrer ou de sortir de l'arène est par un trou de verre appelé la bouche de l'éternité et que seuls les vaisseaux spatiaux renforcés conçus pour de longs voyages interstellaires peuvent le traverser. Kevin dit que ce n'est pas un problème puisqu'ils n'ont qu'à voler l'un de ces types de vaisseaux. Gabi demande au terminal quand le prochain vortex s'ouvrira. Il répond que la bouche de l'éternité apparaîtra à nouveau dans 3 ans et 9 mois et qu'elle durera 21 jours. Le cœur de tout le monde, et surtout celui de Kevin, tombe au sol à cette nouvelle. Gabi dit à Kevin que quoi qu'il arrive, ils resteront sur la planète pendant les 4 prochaines années. Gabi leur met dans la tête que le monde entier sur lequel ils se tiennent est une prison. Le groupe commence à perdre espoir. Au fond de lui, Gabi sait que son annonce était destinée à briser leur morale. Il est surpris que Kevin soit celui qui s'est le plus effondré alors qu'il pensait qu'il serait plus coriace que ça. Gabi met toute l'attention sur lui. Il insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'échappatoire tant que le trou de verre ne s'ouvre pas, mais veut qu'ils y pensent comme ayant le temps de trouver le meilleur plan d'évasion d'ici là. Il veut qu'ils considèrent de leur survie dans l'arène comme leur première priorité et se recentrent sur leur prochain combat dans 3 semaines. Il ne tourne pas ses mots et ne leur dit pas que tous ne sortiront pas vivants de la bataille, mais qu'il promet tout de même d'augmenter leurs chances de rester en vie. Kevin se lève et réprimande Gabi pour avoir agi comme leur patron. Fiona lui demande de se calmer, mais Kevin continue de dire à tout le monde que Gabi manipule tout le monde. Cela fait que Cédric et les autres se demandent s'il a raison. Diego rétorque qu'il devrait faire confiance à Gabi car c'est la raison pour laquelle ils sont en vie en ce moment. Kevin encourage Diego à réfléchir à quel point il est suspect que Gabi soit revenue avec un étrange alien, des informations pratiques et un plan. Il annonce sa conviction que Gabi ne fait que se sauver lui-même et qu'ils sont juste trop stupides pour le voir. Il défie Gabi de répondre si son accord avec l'alien tiendra toujours si quelque chose lui arrive. Gabi ne répond pas, cela l'énerve que Kevin découvre tout. Kevin dit aux autres que tout le plan de Gabi est qu'il le protège dans les 3. Cela fait que Diego et les autres réalisent qu'il a raison. Cédric intervient et dit à Kevin qu'il pourrait réagir de manière excessive. Kevin ne l'écoute pas et précise que Caligan ne se soucie que de Gabi et qu'il ne tiendra pas sa promesse s'il meurt. Gabi essaie de trouver un moyen de mettre fin à sa discussion. Il parle à Kevin comme s'il essayait d'être un diplomate et lui dit de ne pas avoir peur. Cela fait que Kevin le frappe au visage. Secrètement, Gabi voulait que cela arrive. Il riposte en attrapant Kevin alors qu'il essaie de le frapper à nouveau et le jette contre un mur. Cela rend Kevin encore plus enragé et il charge Gabi à nouveau. Diego protège son ami de lui et dit à Kevin qu'il doit arrêter. Gabi dit à Diego qu'il n'a pas besoin de faire cela tout en pensant secrètement que tout se passe selon son plan. Kevin veut que Diego s'écarte, mais Diego lui dit qu'il sera plus qu'à la hauteur. Fiona et Maddie vont alors aux côtés de Kevin pour le soutenir. Les autres camarades de classe regardent et sont tous tendus. Gabi désamorce la situation en leur demandant de mettre fin à la soirée et de se reposer. Fiona encourage également son petit ami à faire de même. Plus tard, Gabi est dans sa chambre et réfléchit à la façon de gérer Kevin sans briser la cohésion de l'équipe. Il veut se vider la tête, alors il va à la fenêtre pour admirer la vue. Il n'arrive toujours pas à croire qu'il est à l'autre bout de l'univers. Il entend un sanglot et voit Mel pleurer à proximité. Il réalise alors qu'elle est sur le point de sauter du bâtiment. Elle tombe, alors Gabi court après elle.
Gabi parvient à l'atteindre et ils touchent le sol ensemble. Il est révélé que Gabi a protégé Mel du sol avec son corps. L'homme est reconnaissant qu'il soit plus fort dans ce monde. Sinon, il serait Mandar mort. Mel reprend ses esprits et se lève de lui. Gabi lui dit qu'elle n'aurait pas dû faire ça et que la hauteur aurait de toute façon signifié qu'elle aurait échoué. Gabi pleure en lui disant pardon. Elle lui dit qu'elle a juste tellement peur. Alors que Mel pleure sur sa poitrine, Gabi réalise qu'il ne se fâche généralement pas comme ça. Il l'escorte jusqu'à sa chambre. Il est sur le point de partir, mais Mel lui attrape la main et lui demande de rester. Elle lui dit qu'elle sait qu'elle ne tiendra pas et voulait juste en finir vite à ses propres conditions. Elle lui confie que cette journée a été la pire de sa vie. Tous ses amis sont morts. Elle est sur une autre planète et ne reverra peut-être jamais ses parents. Elle avoue n'avoir jamais eu aussi peur de sa vie. Elle dit aussi qu'elle ne peut pas vivre avec ce sentiment de culpabilité. Gabi l'assure qu'elle ne peut pas s'en vouloir si elle a été forcée de tuer les monstres pour se défendre. Il réalise alors que la fille parle d'autre chose. Il comprend qu'elle a dû tuer l'un de leurs camarades. Mel se souvient comment elle et son amie, Sophie, fuyaient pendant la bataille contre les gobelins. Sophie trébucha et tomba, suppliant Mel de l'aider. Mel revint vers elle et l'aida à se relever. Elle vit alors les gobelins approcher. Sophie lui demanda ce qu'elle devait en faire. Mel serra Sophie contre elle et s'excusa pour ce qu'elle allait faire. Elle poussa Sophie vers les gobelins qui s'acharnèrent suravant sur elle. Pendant qu'ils étaient distraits, Mel s'enfuit. Le lendemain matin, Gabi se réveille et réalise que Mel dort à côté de lui sur le lit et le serre dans ses bras. Mel se réveille alors, elle sursaute et recule rapidement de lui en réalisant leur position. Gabi se lève et lui dit que tout va bien et qu'il va partir maintenant. Il marche dans le couloir où Diego le voit. Diego lui dit qu'il s'est inquiété car il n'a pas répondu quand il a frappé à sa porte. Il rougit ensuite en voyant Gabi sortir de la chambre de Mel. Gabi l'assure qu'il est juste venu prendre des nouvelles de Mel et que rien de ce qu'il pense ne s'est passé. Diego lui dit qu'ils se retrouveront pour le petit déjeuner. Gabi retourne dans sa chambre où il constate que ses vêtements sont maintenant ruinés à cause de la bataille. Il ouvre son terminal pour voir les options de vêtements qu'il peut acheter. Il est déçu que l'écran du menu n'ait pas de vêtements simples, mais est content de voir qu'il y a une sélection de vêtements gratuits. Il appuie sur le bouton pour les sélectionner. Cela l'habille comme par magie des vêtements noirs et blancs qu'il a choisis. L'écran lui demande ensuite s'il souhaite améliorer ses vêtements pour 20 points, ce qu'il accepte. Il descend ensuite à la salle à manger où Diego et Mel sont impressionnés par son nouveau look. Diego et Mel essaient leurs terminaux et transforment aussi ce qu'ils portent. Diego voit que Gabi ne mange pas beaucoup, alors Gabi lui dit que c'est parce qu'ils doivent conserver leurs points. Diego a commandé tellement de nourriture qu'il est gêné d'admettre qu'il a déjà dépensé plus de la moitié de ses points en repas. Pendant ce temps, Kevin vient de bousculer Cédric en descendant les escaliers. Kevin regarde Gabi et Gabi le fixe en retour. Tous deux semblent tendus en se regardant. Cela pousse Kevin et ses amis à quitter la cafétéria. Mel regarde Cédric et a pitié de lui. Diego dit qu'il pense que Cédric mérite ce qui lui arrive puisqu'il s'est caché sous des cadavres et utilisé ses amis pour survivre. Ces mots blessent Mel profondément. Cela l'a fait accepter à contre-cœur que peut-être il a raison. Gabi voit à quel point elle est tendue. Alors elle se lève et suggère qu'ils aillent se promener pour explorer leur nouveau monde. Ils se promènent dans ce qui ressemble à une rue marchande. Ils n'arrivent toujours pas à croire qu'ils sont entourés de différentes créatures humanoïdes. Gabi pense à quel point l'endroit ressemble à un bidonville comparé à la belle ville que Caligan lui a montrée hier. Il pense que cette zone doit être celle des prisonniers. Gabi voit le chariot de poissons et se demande pourquoi les gens vendent encore de la nourriture alors qu'ils peuvent en obtenir du terminal. Gabi lui dit que certaines personnes préfèrent toujours la nourriture bio au synthétique du terminal. Il demande ensuite à Mel si elle va bien. Elle répond qu'elle n'essaiera plus de se suicider et qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour elle. Diego leur dit alors à tous les deux que quelque chose semble se passer. Il voit une foule en liesse à proximité. Le trio regarde et voit que Kevin se bat avec un alien lézard et que la foule les entoure. La nuit dernière, Kevin n'a pas pu dormir. Il se souvenait de la bataille chaotique dans l'arène et de l'air de monstre dérangé de Gabi quand il a tué l'ogre géant. Le lendemain matin, Matty a demandé à Kevin s'il pensait qu'il devait nous suivre le plan de Gabi. Fiona a interrompu, disant à son petit ami que Gabi les avait sauvés hier et qu'il ne devait pas se soucier, qu'il ne se soucie que de ses propres intérêts car ils sont les mêmes que les leurs. Kevin a répondu qu'il n'aimait pas Gabi et se méfiait de lui. Il leur a dit qu'il n'aimait pas le regard que Gabi avait dans l'arène et que cela l'empêchait de lui faire confiance. Il a rappelé à ses amis qu'ils étaient plus forts que les autres et que cela signifiait qu'ils n'avaient pas besoin de Gabi. Fiona voulait qu'il réfléchisse au fait qu'il y avait encore de grandes chances qu'ils soient séparés même s'ils survivaient aux 2 prochains combats. Elle lui a dit que son ego mal placé l'empêchait de voir la situation dans son ensemble.
Elle lui a rappelé qu'il avait raison de dire qu'ils étaient le trio le plus fort et que cela signifiait que Gabi avait élaboré le plan pour se retrouver avec la meilleure équipe. Elle lui a fait comprendre que peu importe s'il lui faisait confiance ou non, tant que cela signifiait qu'ils pouvaient survivre et rester ensemble. À contre-cœur, Kevin fut d'accord avec elle. Fiona lui dit qu'il devait s'excuser auprès de Gabi, mais Keiwen refusa agressivement. Fiona l'étrangla jusqu'à ce qu'il soit forcé d'accepter. Il descendit les escaliers ayant l'intention d'approcher Gabi pour s'excuser. Cédric bouscula Kevin, ce qui mit l'homme de mauvaise humeur et le poussa à écarter Cédric. C'est alors qu'il vit Gabi et qu'ils échangèrent un regard tendu. Cela fit quitter la cafétéria à Kevin et ses amis. Kevin dit à sa copine d'arrêter de le harceler, il s'excuserait la prochaine fois après qu'ils aient pont de marché pour calmer ses nerfs. Ils marchèrent dans le même marché. Gabi, Diego et Mel entrèrent et eurent la même réaction. Cela ressemblait à un bidonville rempli de créatures extraterrestres. Kevin rit à l'idée qu'ils devaient être les premiers humains à visiter un monde alien. Cela fit réaliser la même chose à Maddie et il en rit avec lui. Fiona était confuse de savoir pourquoi c'était drôle. Ils virent alors la foule acclamer quelque chose. Ils regardèrent et virent que la foule assistait à un combat en 1 contre 1 entre 2 aliens. Après la défaite de l'un d'eux, l'hôte du combat annonça le vainqueur et l'informa qu'il avait gagné 300 points. Cela intrigua Kevin et ses amis qu'ils puissent gagner des points en dehors de l'arène. L'hôte demanda ensuite à la foule qui voudrait s'avancer et défier le champion. Kevin leva instantanément la main et se porta volontaire. L'hôte lui dit qu'il devait parier 150 points et qu'il les récupérerait ainsi que les points de son adversaire. Après le match, Kevin et le champion se firent de face. Le champion se précipita vers lui. Kevin le frappa en plein dans la poitrine, le mettant à terre en un instant. L'hôte leva la main de Kevin et l'annonça vainqueur. Kevin était satisfait d'avoir gagné si facilement. L'hôte demanda s'il voulait continuer et Kevin était excité de poursuivre. Il affronta un combattant alien après l'autre, remportant chaque match avec facilité. Fiona et Maddie l'encourageaient, excités qu'il ait déjà accumulé près de 1000 points. L'hôte demanda ensuite à la foule qui affronterait Kevin ensuite. Un homme lézard sourit et dit à l'hôte qu'il le ferait. La foule devint folle, voyant le puissant Clico se porter volontaire. Maddie pouvait dire que Clico était un combattant bien connu, mais Fiona s'en fichait car elle avait pleine confiance en son homme. Clico semblait si grand que même Kevin se méfiait de lui. Le confiant Clico dit à l'hôte du combat de rue qu'il voulait parier 500 points sur le match. Cela inquiéta Fiona et Maddie. Kevin accepta sans hésitation. Le jeu étant lancé, les hôtes commencèrent leur combat. Kevin se précipita immédiatement vers son adversaire, ne voulant pas lui laisser le temps d'attaquer. Soudain, Kevin fut frappé par un coup de poing apparemment invisible, ce qui le repoussa. Kevin, confus, se demanda comment son adversaire venait de le frapper. Il oublia cela et se précipita à nouveau vers Clico, mais il fut de nouveau frappé par de multiples coups de poing apparemment invisibles. Kevin ne comprenait pas ce qui se passait. Matty lui cria que Clico étendait ses bras comme du caoutchouc. Clico lança soudain un coup de poing que Kevin évita de justesse. Kevin se releva, se rappelant maintenant qu'il combattait des aliens. Il se précipita à nouveau vers Clico. Clico frappa avec un barrage de coups de poing, mais Keiwen les esquiva tous et le frappa à l'estomac. Il enchaîna ensuite avec un autre coup de pied à l'estomac qui envoya Clico en arrière. Maddie et Fiona acclamèrent. Malgré leur soutien, Kevin leur cria de se taire pour ne pas perdre son adrénaline. Clico félicita son adversaire pour son attaque et lui dit que c'était son tour. Il se précipita rapidement vers Kevin et le frappa à bout portant tout en étendant son bras pour plus de puissance. Fiona et Matty s'inquiétèrent. Keiwen tenta de contrer, mais Clico esquiva et le frappa au visage, faisant tomber le jeune homme au sol. Clico se moqua, enrageant Kevin. Keiwen tenta de le frapper plusieurs fois, mais il continuait d'esquiver. Clico le gifla, le projetant à nouveau au sol. La foule acclamait Clico pour qu'il achève Keiwen. C'est alors que Gabi, Diego et Mel arrivèrent pour voir ce qui se passait. Kevin dit à Clico que ce n'était pas fini, mais Clico pouvait voir qu'il était déjà fatigué. Kevin se demande ce qu'il doit faire. Gabi était confus de trouver soudain son camarade dans une bagarre de rue. Cela dit, cela ressemblait à un combat valide avec un arbitre, alors il choisit de ne pas intervenir. La scène lui fait aussi savoir qu'ils peuvent se battre et gagner des points même en dehors de l'arène. Kevin chargea, bien qu'ils sachent tous deux qu'il pourrait probablement mourir. Déjà assuré de sa victoire, Clico sourit et repoussa le faible point de l'humain comme une mouche. Il lui assène un coup de poing rapide mais puissant dans le ventre, faisant tomber son adversaire au sol, vaincu. Regardant le jeune homme immobile, l'alien sourit et le félicite pour avoir livré un excellent match. Les amis de Kevin coururent vers son corps inerte, inquiets de son état. Pendant ce temps, l'hôte leva le bras du vainqueur et lui accorda les 1000 points qu'il avait gagnés. Les autres humains regardèrent de l'état de leur camarade, bien conscients de la gravité de ses blessures. Fiona saisit le visage du jeune homme, le suppliant de se réveiller, tandis que Moti jura de faire payer la créature pour ce qu'elle avait fait à son ami. Furieux et prêt à se venger, il courut vers Clico qui était occupé à collecter les points qu'il avait gagnés.
Comme battre un autre humain ne lui poserait pas beaucoup de problèmes, le combattant accepta volontiers le défi et tenta de rencontrer le poing avec le sien. C'est alors que les paumes de Gabi attrapèrent les 2 coups de poing, les arrêtant net alors qu'ils étaient un dos lancé. Les 2 hommes sont choqués par l'interruption soudaine, mais le jeune homme leur dit juste de se calmer pour l'instant. Mati demande comment il peut faire ça après ce qui s'est passé, mais on lui dit de regarder autour de lui. Le combat a suivi les règles et la foule les déchirera s'il continue à faire une scène. L'alien ricane en accord, ajoutant qu'il devrait plutôt s'occuper de son ami à moitié mort. Gabi tend alors à Madi une fiole d'un autre monde, c'est un injecteur qui contient un sérum de guérison assez puissant pour agir instantanément. Recevant cela avec joie, le garçon se calme et se dirige vers son ami blessé. Pendant ce temps, Kléko interpelle l'autre et, avec une aura sinistre et provocante, lui demande son nom. Sans la moindre trace de peur sur son visage, Gabi le fixa un instant et s'éloigna en prononçant son nom. Le monstre était intrigué par cet insecte qui avait arrêté son coup de poing d'une seule main. Dès qu'ils injectèrent le sérum à Kevin, il se réveilla en sursaut avec une profonde inspiration. Tandis qu'il se demandait ce qui venait de se passer, Fiona serra son amant dans ses bras, soulagé. Avec cela, il devint clair qu'il avait perdu le match. Gabi apparut alors dans son champ de vision, disant qu'il devait repartir car il bloquait le prochain duel. Bien qu'il se demande ce que le camarade faisait là, les humains quittent la zone pour l'instant. Personne ne dit un mot en chemin et la tension entre les deux était épaisse et volatile, comme si elle allait exploser à tout moment. Diego s'inquiéta alors d'affronter quelqu'un comme Kliko lors de leur prochaine bataille dans l'arène. Leur seule chance de survie est dès que les 2 hommes de tête arrêtent de se chamailler. Il taquine Fiona, lui demandant avec malice de convaincre son partenaire avec son charme. Remarquant l'agitation, Kevin demande quand les 2 groupes sont devenus proches. Il se méfie toujours de son camarade, mais reconnaît qu'ils ont besoin de lui pour le plan. Sur ce, ils continuèrent à marcher jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin au dortoir. Il s'arrêta soudain alors qu'ils se séparaient et appela Gabi pour qu'il se retourne. Lui disant d'attraper, il lança un objet familier qui était étonnamment le même sérum de guérison qui avait été utilisé sur lui auparavant. La dette réglée et les deux étant à égalité, ils s'éloignent. Il semblait qu'un combat allait éclater, mais Kevin prouve sa bonne nature à la fin. À leur confusion, Gabi se dirigea vers sa chambre sans un mot de plus. Enfin seul, il remonta sa manche, révélant son bras violet et profondément contusionné. Kliko lui avait brisé les os d'un seul coup, ce qui était impressionnant en soi. En s'injectant le sérum de guérison dans la cuisse, il guérit la grave blessure en un instant. Il sent ses os et ses muscles se réparer et, d'une poigne ferme, il sourit à la façon fascinante dont les choses fonctionnaient dans ce monde. En rêve, Gabi rencontre à nouveau l'image de sa mère démoniaque qui lui demande comment il va. Elle se gratte la tête, confuse, et se demande pourquoi il n'a pas dit la vérité à ses amis. Ce n'est probablement même pas son affaire malgré leur relation, mais elle se demande quand même pourquoi il cache le fait qu'il est heureux ici. Les yeux du jeune homme s'ouvrirent tout brusquement, réveillés par l'alarme stridente. Tandis qu'il se frotte les yeux après le cauchemar, il se souvient qu'il n'a même pas de réveil et se lève en sursaut pour voir ce qui se passait dans sa chambre. Là, il voit un écran l'informant que la prochaine bataille était dans 8 jours. On serait normalement horrifié, mais il sourit avec une pure excitation. Dans la cafétéria, la plupart des humains avaient déjà changé pour les vêtements de la planète et étaient visiblement plus troublés que d'habitude. Entrant et voyant que tout le monde était déjà là, Gabi dit qu'ils peuvent commencer tout de suite. Cependant, ses camarades se plaignirent d'eux bruyamment car il leur avait dit auparavant qu'il restait 21 jours avant le prochain combat, le traitant même de menteur pour s'être trompé. Étonnamment, Kevin fit taire tout le monde d'un grand cri. Pour lui, l'objectif final restait le même, alors il ordonna à tous d'écouter simplement le plan de Gabi. Avec une reconnaissance mutuelle, les deux jeunes hommes hochèrent la tête et commencèrent. Ils n'ont pas eu autant de temps qu'ils l'espéraient, mais maintenant ils doivent utiliser ce qui reste pour s'entraîner. Pour aggraver les choses, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils affronteront, une horde de monstres ou un seul combattant puissant. Leur seul avantage est leur force en nombre, mais leur faiblesse, c'est eux-mêmes. Ils pointent du doigt le groupe d'étudiants avec des yeux impitoyables. La plupart d'entre eux sont faibles physiquement et mentalement et honnêtement ne tiendront pas longtemps dans l'arène. Diego essaie de le calmer au milieu des réactions insultées qui affluent, mais Gabi fait taire tout le monde d'un seul mot. La peur frappe leur cœur. Ils n'étaient donc pas en cours de gym ou à un match amical. C'était une question de vie ou de mort. Leurs sentiments sont hors de propos et la vérité est que la plupart d'entre eux sont des faibles. Heureusement, il a formulé une stratégie pour y remédier. Ils regardèrent avec émerveillement alors qu'il invoquait son terminal. La stratégie tournera principalement autour de la lance et du bouclier. Depuis l'Antiquité, ces armes étaient les plus mortelles au combat, surtout utilisées en formation. Cependant, une phalange est immobile et pourrait ne pas être très efficace s'ils affrontent un autre géant. Cédric aborde le sujet de certaines personnes plus à l'aise avec les épées.
D'autre part, Mati mentionne comment chaque combattant d'une phalange est protégé par un autre bouclier. Reconnaissant qu'ils posent tous deux les bonnes questions, Gabi dessine sur un écran et dit que leur formation sera dirigée par leurs 4 guerriers les plus forts. S'ils affrontent un géant, ces 4-là diviseront la formation et attireront son attention pendant que les autres l'encercleront. Maintenant dispersés aux 4 coins de l'arène, ils encercleront avec succès l'ennemi. Kevin confirme silencieusement que le plan laissera à lui, Diego, Madi et Gabi le plus de points. Gabi l'appelle ensuite et lui demande son aide pour une petite démonstration pour l'équipe. Il se rassemble dehors avec des mannequins et de l'équipement. Tandis qu'il est armé d'une lance et d'un bouclier, Kevin va frapper avec une épée. Maintenant, prêt, l'épéiste dit qu'il sera doux, mais la réponse sarcastique de son partenaire de démonstration est plus que suffisante pour le provoquer. Il chargea avec un grand cri, ayant l'intention de blesser son camarade. Les gens regardèrent avec surprise la pointe de la lance se retrouver soudainement juste à son cou. Juste comme ça, le vainqueur fut décidé, et ils montrèrent avec succès l'avantage de porter d'une lance. Ne voulant pas être si facilement utilisé comme exemple, Kevin dévie la longue arme avec sa lame et charge pour frapper le bouclier à plusieurs reprises. Il déchaîne des coups solides, mais aucun ne traverse l'objet défensif robuste. Pour rappeler aux autres les capacités offensives d'un bouclier, Gabi recule et se projette en avant pour déséquilibrer l'adversaire. Il ne perd pas un instant et utilise à nouveau la lance, cette fois pour balayer les jambes de la cible, le faisant tomber au sol. Il pointe la pointe acérée vers la tête de Kevin et demande qui veut essayer ensuite. Outre la leçon d'armes, Gabi a également montré sa domination sur le groupe. L'entraînement pour la formation de combat se poursuit, mais le plan laisse les 4 meilleurs combattants sans bouclier pour se protéger. En tant que meilleurs du groupe, ils doivent de trouver l'équipement qui leur convient. Les armes d'entraînement sont gratuites, mais ils devront dépenser des points pour s'armer correctement dans l'arène. Cela en inquiète certains, car la plupart d'entre eux ont déjà dépensé les points qu'ils ont reçus. Gabi assure que cela ne devrait pas être un problème pour eux. Invoquant l'inventaire, il fait apparaître une hache d'apparence fiable et dit qu'il a pris l'initiative de l'acheter pour Diego. Tandis qu'il s'extasiait sur l'arme, les 2 autres hommes s'interrogèrent sur le favoritisme. Il peut infliger des dégâts massifs avec sa force et la portée de la hache. On lui dit qu'il ne peut pas accepter un objet aussi cher, son ami le rassure en disant que c'est le moins cher. Cela réussit à le calmer, alors il serre simplement le jeune homme dans ses bras avec gratitude. Juste à ce moment, une fenêtre s'est ouverte, lui demandant s'il souhaitait prendre possession de l'objet. Encouragés par son objet, les autres vérifient également leur inventaire avec excitation et sont rapidement remplis de joie. Kevin prend la Claymore de l'Empire car il a l'intention de tuer des ennemis par douzaines. Il exhibe aussi un nouveau manteau élégant, prenant même la pose avec fierté de son style. Quant à Mati, il choisit d'imiter un épéiste maniant 3 épées, mais ne peut s'offrir que 2 lames pour l'instant. S'éloignant de la fête du cosplay, on demande à Gabi son choix d'armes. Il est fan d'attaques rapides et efficaces, alors il a choisi une hache de lancer particulièrement ordinaire. Les 3 se figent. Surpris par son choix peu inspiré, le combattant efficace ajoute qu'il a acheté plusieurs autres outils pour les batailles. Juste à ce moment, Fiona et Mel apparurent avec des visages déterminés. Elles sont réprimandées pour rire et glousser alors qu'il y a un gros problème. Certains étudiants ne peuvent même pas se permettre les articles bon marché, alors les 4 devront acheter pour eux. Les 2 hommes protestent, disant qu'ils se sont battus pour leurs propres points et veulent garder leurs affaires. Comme d'habitude, Fiona réussit à réprimander Kevin pour le soumettre, tandis que Diego s'en veut d'avoir gaspillé ses points. Heureusement, Gabi prend la nouvelle bien mieux et s'empresse de tout arranger. La question des outils réglée pour l'instant, ils reprennent leur mission d'entraînement des troupes. Pendant ce temps, un grand œil rouge volait et observait tout d'en haut. C'était apparemment l'animal de compagnie de Ligon, qui observait la situation se dérouler avec un sourire satisfait. Une femme s'accroche à lui, se demandant s'il ne la trouve plus intéressante. Il lui lance quelques mots flatteurs et s'adonne à l'alcool, demandant même au barman d'apporter la meilleure bouteille. Marchant dans la nuit, il lui raconte des histoires vantardes mais captivantes. Juste à ce moment, quelque chose attire son attention, alors il lui dit de monter dans la chambre pendant qu'il prend l'air. Il la salue d'un sourire et dit aux 3 derrière lui de se diriger ensemble vers l'allée. Là, Ligon est projeté en l'air. Le chef des voyous n'apprécie pas qu'il exhibe son argent alors qu'il lui en doit encore. Il rétorque que la date limite est encore loin et qu'il peut faire ce qu'il veut d'ici là. Cependant, le problème est qu'il a déjà tant perdu avec la défaite de son dernier champion. Encore une fois, il insiste avec confiance pour qu'il laisse loin les choses telles quelles, ce qu'il compte en faire, car il voulait juste lui remettre les idées en place. Les choses tournent mal et les voyous finissent sur le sol froid et dur, complètement battus par un seul homme. Allumant une cigarette, il leur dit d'amener plus de monde la prochaine fois s'ils veulent le vaincre. Après tout, c'est insultant d'envoyer de la racaille contre un ancien champion d'arène. Ligon les laisse là pour retrouver sa femme. Dans un pays avancé et paisible, Bull contemplait la ville depuis le balcon de sa maison.
Quelque chose de monumental était sur le point de se produire. Leur civilisation se lançait dans sa première mission de colonisation d'une autre planète et il avait l'honneur de diriger l'expédition avec Dua, sa fiancée, et June, son meilleur ami. Leur vaisseau s'est mis en marche et a décollé du sol. Très vite, ils étaient dans l'espace, voyageant vers leur première cible et leur nouvelle terre promise. Même en attendant un bébé, il était sûr qu'ils allaient avoir une vie merveilleuse. Cependant, leur véhicule a soudainement tremblé. Quelque chose les avait frappés de l'extérieur. Ils se sont serrés l'un contre l'autre, terrifiés, tandis que leurs alarmes hurlaient. À leur grande surprise, le collectionneur les fixait de l'extérieur et leur vaisseau entier était soudainement aspiré. L'arène était pleine de combattants qui se préparaient, tout le monde était visiblement agité, certains faisant les 100 pas pour calmer leur esprit. Diego était le pire d'entre eux, frôlant même une crise de panique sous la pression. D'un autre côté, Gabi était occupé à se concentrer et leur a suggéré de faire de même. Ils étaient dans la salle d'attente, contraints de rester immobiles jusqu'à ce qu'on les appelle pour le match qu'ils n'attendaient même pas. Mardi priait, croyant en Dieu plus que jamais après tout ce qu'ils avaient traversé. Finalement, les droïdes apparaissent à l'entrée et disent aux combattants de les suivre. Contrairement aux autres, Kevin était ravi de se lancer dans les batailles. L'ouverture de la scène principale était large et il n'a plus qu'à se préparer au lancement. Les choses approchant, les nerfs commencent à prendre le dessus sur certains. Soudain, l'intimidateur appelle Cédric et le menace de l'achever personnellement s'il se dégonfle encore. Le visage du délégué de classe livide, ils entrent dans le portail. Ils émergent dans une autre pièce, beaucoup plus petite et silencieuse. Ils s'alignent tous pour le match. Fiona dit à Kevin de faire attention tandis qu'il promet de la protéger. Il était enfin temps pour les humains de mettre en pratique ce qu'ils avaient appris et d'espérer que le plan de Gabi fonctionnerait au mieux. Les portes s'ouvrirent et l'annonceur accueillit les terriens qui furent ensuite salués par une foule rugissante, se demandant s'ils allaient gagner comme la dernière fois. Il ne put s'empêcher de s'enthousiasmer. Cependant, une voix sévère ordonna soudain à la formation de s'arrêter. Ils se figèrent immédiatement sans savoir ce qui se passait. Même les 4 leaders ne comprenaient tout pas pourquoi les gens ne bougeaient pas. Ils avancèrent, n'entendant que le bruit de mouvements confus. Juste à ce moment, Gabi jura en réalisant la vérité. Devant lui, un grand groupe se tenait au milieu de la fumée. C'était Boule et son peuple qui regardaient avec stupéfaction après avoir été enlevés de l'espace. Autour d'eux se trouvaient des tables d'armes, une scène étrangement similaire à l'arrivée des humains. Les étudiants n'y croyaient pas et cela ressemblait à une blague cruelle. Ils savaient exactement ce qui se passait maintenant mais refusaient de l'accepter. Gabi le considère comme un idiot de ne pas y avoir pensé, mais aujourd'hui, il semble qu'ils seront forcés d'endosser le rôle des méchants. En tant que porteur de chaos, l'annonceur lance les jeux. Les aliens restaient là, se serrant les uns les autres en silence et inquiets. Alors les humains n'eurent d'autre choix que de les regarder avec confusion. Ils se demandent pourquoi les nouveaux venus n'attaquent pas alors qu'ils le devraient, mais Mel comprend qu'ils ne savent même pas où ils sont, tout comme eux 10 jours auparavant. Forcés d'apparaître là sans raison ni explication, ils étaient naturellement effrayés. Les étudiants ont de la chance. Gabi affichait un sourire sinistre face à des cibles faibles sur un plateau d'argent. Impatient d'attaquer comme il l'avait pratiqué, il appelle les membres de son équipe, mais à sa grande stupéfaction, personne ne bouge et certains fixent même les espaces vides. Diego est également appelé, mais le grand homme déclare alors qu'il refuse de participer à une telle bataille. Gabi ne comprend pas du tout leurs sentiments et se demande même si ce ne sont pas ses pairs qui ne saisissent pas la situation dans laquelle il se trouve. Juste à ce moment, son cauchemar réapparaît et dit qu'il est en fait l'intrus. Il se tourne pour lui faire face. Diego est prêt à affronter n'importe quel monstre pour les protéger, mais il ne peut pas blesser d'autres victimes de l'arène. Après tout, il n'est pas un meurtrier par nature, contrairement à Gabi. Si le grand garçon est un cas particulier, les autres ne sont pas retenus par la morale, mais par la peur d'y aller en premier et la peur d'être condamné pour l'avoir fait. Seul un monstre lèverait son arme contre des innocents et qui oserait faire cela dans leur groupe. Est-ce peut-être Mel dont ils savent qu'elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air ? Sera-ce Kevin, toujours désireux de se présenter comme le mâle alpha parmi eux ? Ou pourrait-ce être Gabi qui a maintenant la chance de montrer aux autres qui il est vraiment ? Le temps passe et même l'annonceur est déçu par l'atmosphère stagnante. Alors que l'arène commence à être remplie de huées et de sifflets, Cédric hurle fort et s'élance avec ses armes. Hélas, un résultat inattendu. Les nouveaux venus reculèrent instinctivement, terrifiés par l'homme qui chargeait sur eux avec une lance. Malheureusement, la confusion les submerge et ils ne parviennent pas à esquiver le premier coup. Même l'étudiant est surpris de ce qu'il a réussi à faire. Mais l'alien est tombé au sol, perdant rapidement la vie. Cédric a fixé son corps, se tordant un moment jusqu'à ce que le frisson maniaque de tuer un autre se répande sur son visage. Absolument captivé, il leva sa lance et appela le reste de sa race. De même, le choc sur les visages des aliens est remplacé par la colère et ils réalisent enfin la situation dans laquelle ils se trouvent et ce qu'ils doivent faire.
Prenant les armes sur la table, ils lèvent leurs lames pour se battre. Avec cette étincelle, il était enfin temps que la bataille dans l'arène commence. Certains hésitent encore, mais les mots de leur chef les incitent à prendre la formation qu'ils avaient pratiquée. Maddie et Kevin brandirent leurs armes pour prendre la tête et les humains chargèrent bientôt les aliens encore confus. Tandis qu'ils tenaient pompe à bon, se convainquant qu'ils pouvaient y arriver, Cédric rit. Il se trompait complètement et n'avait aucune chance contre les humains qui allaient tous les tuer. Interrogé sur ce qui lui faisait penser cela, le délégué de classe laissa étrangement tomber ses armes et enleva sa chemise, déclarant qu'ils étaient des gens. Armés d'armes avantageuses et d'un plan intelligent, les humains commencèrent à tuer les aliens. Sur ce, l'annonceur rit enfin de satisfaction et le public applaudit le spectacle pour lequel il avait payé. Gabi décapite ses ennemis sans pitié, sans même scier, mais se tourne confus en voyant Diego immobile sur le champ de bataille. Il lui demande ce que son ami faisait et lui rappelle qu'il doit gagner des points pour vivre. Encore une fois, le grand jeune homme refusa fermement de prendre part à de telles atrocités, même si cela le laisserait affamer jusqu'au prochain combat. Son ami essaie de le convaincre, lui rappelant à quel point ils avaient bien réussi la dernière fois. Mais c'était différent, car ils combattaient des monstres pour leur vie, c'était tout. Et maintenant, Gabi comprenait enfin ses sentiments. Tandis que la bataille faisait rage, il se moqua de l'excuse qu'il venait d'entendre. Demandant ce qu'il y a de si drôle, on dit à Diego que c'est lui qui est drôle de refuser de combattre des victimes de ce monde fou qui sont exactement comme eux. Après tout, les gobelins et le géant étaient probablement aussi des victimes, forcés de se battre contre leur volonté. Cette fois, les ennemis ont une expression humaine et il prétend soudain être une bonne personne. Traité d'hypocrite, le garçon au cœur tendre est suffisamment insulté pour repousser son ami. Cela fait rire Gabi encore plus, se demandant où est passée sa non-violence. Peu importe pour lui si c'est logique ou non, il refuse juste d'être comme eux. Le psychopathe est stupéfait, ne comprenant pas l'accusation tout de suite, mais Diego a été étonnamment rapide à comprendre et en sait plus qu'il n'y paraît. Il sait très bien à quel point son ami aime cet endroit et même à quel point il aime tuer. Cela dit, il ne veut pas en faire partie. Gabi reste silencieux un moment, complètement pris au dépourvu. Laissant le jeune homme tranquille, il retourne au combat. Le cauchemar se demande si c'est la fin d'une belle amitié. Pendant tout ce temps, les humains étaient étonnamment dominés par les nouveaux venus. Cela dit, Cédric continuait de taillader les ennemis, affichant un immense sourire alors qu'il se tenait au-dessus de ses victimes tremblantes. Poignardant le pauvre alien à plusieurs reprises, il continuait de rire. Le frisson emplissait tout son corps et il ne pouvait pas s'en lasser. Cependant, une main ferme lui saisit le bras et l'arrêta en plein mouvement. C'est Mati qui lui demande d'arrêter car son ennemi était déjà mort. Ils n'ont pas d'autre choix que de les tuer, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent profaner les corps. Ne se souciant pas de ses paroles, Cédric frappe la tête de son allié avec un bouclier dur. Quand Kevin se retourne, tout ce qu'il voit, c'est son ami blessé et déjà au sol. Il se précipite à ses côtés, impatient de le soigner au plus vite, mais l'autre psychopathe dit que ça lui apprendra à arrêter de râler. Réalisant qui était responsable de l'état du garçon, Kevin prit sa lame, mais Cédric, ayant maintenant perdu toute sa douceur, le défia en combat. Ils balancèrent leurs lames et, en tant que personnes qui connaissent déjà leur force sur cette planète, firent pleinement usage de leur physique surhumain. Le bruit du métal s'entrechoquant résonna dans l'arène alors que leurs lames se connectaient. Gabi le remarque et demande ce qui se passe et les autres commencent bientôt à se tourner vers eux aussi. Kevin est stupéfait par les attaques déchaînées du délégué de classe mais parvient à le repousser d'un large coup de Claymore. Cédric se contente de ricaner ayant attendu une occasion de le combattre. Maintenant qu'elle est cela, il s'est transformé en un véritable monstre incontrôlable. Même l'annonceur était amusé par ce tournant inattendu mais intéressant. Pour une raison quelconque, c'est comme si tout le monde était devenu fou d'un coup. Cédric chargea avec son épée, frappant son propre allié comme un maniaque déchaîné. Il dit à Kevin de riposter et de répondre à ses attaques, mais il refuse de combattre quelqu'un qui est devenu fou sans explication. Le délégué de classe soutient qu'il est enfin devenu lui-même. Les étincelles du choc de leurs lames sont aveuglantes. S'ils n'ont peut-être pas remarqué qui il est au fond de lui, il a observé l'intimidateur de près pendant très longtemps, c'est pourquoi il le comprend bien. Pour Kevin, la seule raison pour laquelle il peut lui tenir tête est qu'il est devenu fou. Il croit probablement que quelqu'un de si faible n'oserait jamais attaquer quelqu'un de si fort. Poursuivant son assaut, Cédric réfute tout cela disant qu'il n'a jamais eu peur, pas même un instant. Après tout, il a toujours su qu'il était plus fort de toute façon. La force ne dépend pas seulement de la capacité physique, mais des règles du jeu qu'il joue. Selon les normes du lycée, l'intimidateur était le plus puissant, alors il piétinait tout ce qu'il voulait.
Cédric ne peut même pas le blâmer puisque tout cela faisait partie des règles. Cependant, il savait que Kevin atteindrait son apogée à l'école, tandis que lui s'améliorerait une fois diplômé. Strictement parlant, le délégué venait d'une famille plus riche, était plus intelligent et, finalement, destiné à prospérer dans le monde réel. D'un autre côté, l'intimidateur finirait comme un clochard, tout comme son père. L'insulte le déclenche, alors les deux hommes s'affrontent avec colère. Esquivant un autre large coup, Cédric explique qu'il a accepté toute la domination et l'humiliation, sachant qu'il finirait par être le vainqueur. Il lui a fallu du temps, mais il a finalement réalisé que dans ce monde, c'était différent. Il tire son bras en arrière et lance de manière inattendue le lourd bouclier. Il ne bouge pas aussi vite et est facilement esquivé, mais la distraction a suffi à Cédric. Il n'y a pas de règles dans ce monde et il le prouve en jetant du sable dans les yeux de Kevin, l'aveuglant temporairement. Complètement sans défense, il essaie de bloquer, mais la lame lui transperce la poitrine. C'était une blessure fatale et Fiona a dû regarder avec horreur son amant tomber au sol. Gabi maudit le tournant des événements. Surpris que son ennemi puisse encore parler, le psychopathe note comment les femmes se précipitent gentiment à son aide. Retirant sa lame de la poitrine du garçon, il dit que les filles peuvent le regarder mourir sous leurs yeux. Gabi courait mais savait qu'il n'arriverait pas à temps. Toujours en jurant, Kevin refuse d'être pathétique et lui dit de ne pas le rater. Alors que Cédric se demandait si tuer son propre coéquipier lui donnerait des points, une lourde sensation apparut soudainement derrière lui. Diego frappa par surprise et l'envoya voler d'un seul coup de poing. Il s'écrase contre le mur et l'impact est assez fort pour le rendre inconscient. Pendant ce temps, les humains se précipitent aux côtés de Kevin, priant qu'il soit encore en vie. Ça fait mal, c'est sûr, mais il leur assure qu'il va bien. Gabi essaie d'ouvrir le terminal pour une potion, mais cela ne fonctionne pas dans l'arène. S'ils survivent jusqu'à la fin de la bataille, alors seulement ils pourront sauver leur allié. Malheureusement, le jeu ne se terminera pas tant que tous leurs ennemis ne seront pas anéantis et tués. Appelant son ami, Diego lui dit de faire ce qu'il doit faire pour gagner. Ayant la permission de se déchaîner, le jeune homme met sa capuche et dit au reste de ses camarades de ne pas bouger pendant qu'il agit. Les aliens reprenaient espoir et commençaient à croire qu'ils pouvaient tenir bon et peut-être gagner le combat. À la surprise de Bull, il entend les cris désespérés et douloureux de son peuple. Son cœur se serre en voyant Gabi les massacrer avec des yeux impitoyables et expliquer qu'il est pressé. D'un dernier coup de lame, la bataille était terminée.